Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Donc ce soir, c'est notre deuxième interview avec Bunit. Je suis très heureux d'être avec toi. Salut. Salut, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va replonger dans l'univers de Warband. La grosse actualité, c'est la mise à disposition donc, du livret de règles. Ouais. Vous pouvez aller télécharger sur le site avec les cartes. Donc aujourd'hui, on va survoler un petit peu ce que vous allez trouver dedans, et puis on va survoler aussi les grosses règles, les gros aspects tactiques et puis de fonctionnement du jeu. Donc, je vais essayer de guider un petit peu tout ça, et puis Bunit, je vais te laisser développer. Hein, ouais, avec grand plaisir. comme d'habitude. Donc on va rappeler peut-être en 2-3 mots très très rapides un peu l'univers du jeu. Je te laisse faire un tout petit pitch. Ouais, du coup, donc Warband, c'est un jeu cyberpunk, enfin post-cyberpunk, donc post-apo et cyberpunk mélangés, d'escarmouche avec entre 8 et 12 figurines grand maximum par joueur. Avec deux options de jeu, soit en partie rapide où on prend une demi-bande, c'est-à-dire avec 5 personnages, 5 figurines plus ou moins, soit en mode complet. Et ça se passe surtout sur un plateau, c'est vraiment la grosse spécificité du jeu. T'as déjà le plateau, t'as pas besoin de te construire une table. Ouais. T'as des hexagones, donc tu mesures pas non plus les distances avec un mètre, etc. T'as vraiment les éléments pour rendre le jeu plus simple et puis plus équitable, on va dire. Ouais. Carrément. Voilà, on empêche un peu la triche, la petite poussette, enfin tout genre de choses. Donc aujourd'hui, on va regarder moi j'ai lu les règles et puis on va voir un petit peu les gros éléments qui font le sel du jeu. On va commencer tout de suite par la constitution des bandes. Ouais. Tu vas nous expliquer, c'est à base d'un nombre de cartes. Ouais, tout à fait. Je te laisse nous dire comment ça fonctionne. Ouais, ça c'est vraiment la partie du jeu peut-être que moi je préfère, c'est vraiment à chaque fois que je crée un jeu, j'aime bien me baser très très fort, enfin aller très en profondeur sur la création d'armées parce que en fait c'est vraiment une grosse partie du hobby, je trouve pour beaucoup, de préparer sa petite liste, c'est souvent là où on est dans son coin et puis voilà, on essaye de faire la meilleure bande possible. Tout à fait. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est je me suis inspiré des jeux de cartes Magic pour créer un deck. Et on va vraiment, au lieu de créer une bande avec des points, on va vraiment simplement avoir un total de 14 cartes. Seulement 7 cartes en partie rapide, mais pour une partie standard, c'est 14 cartes. Et parmi ces 14 cartes, on va avoir le choix entre plusieurs types de cartes. Et une fois sa bande composée, on va pouvoir jouer assez rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut soit préparer bien à l'avance chez soi, soit vraiment un petit peu à l'arrache quand on arrive chez l'adversaire, on prend ses cartes, on les mélange un petit peu, on regarde ce qu'on peut faire avec, et avec très peu de variations de deck, on va avoir des gameplays qui vont pouvoir changer très très fort. Ça c'est très très intéressant parce que comme tu vas nous le dire, il y a plusieurs familles de cartes. Ouais. C'est ce qui va permettre de déterminer en fait si on va jouer une bande par exemple très populeuse, avec moins de figurines, mais on va les équiper, on va leur donner des boosts, des avantages. Ouais. Du coup, ça va nous permettre d'avoir plusieurs formats et vraiment de changer, comme tu le dis, en fait. À la limite, on n'a même pas besoin d'avoir beaucoup de figurines différentes parce que même avec les cartes, ce que tu vas nous expliquer, on peut complètement changer leur physionomie, en fait. Ouais, et ça permet aussi à ceux qui ont peut-être pas autant de finances au début pour se composer la grosse bande de leur rêve, de faire une petite warband très très forte en mettant beaucoup de cartes amélioration, parce qu'en fait, chaque fois que vous retirez une carte de personnage, qui est la carte, c'est vraiment le corps de votre deck, ça va être des cartes de personnages qui représentent les figurines. Chaque fois que vous retirez une carte de personnage, c'est pour ajouter une carte d'amélioration. Donc au début, quand vous avez comme ça que 5-6 figurines, vous pouvez déjà tester quand même le jeu en vraiment les optimisant très fort, en les mettant en formation avec des améliorations, avec des objets dans tous les sens. Et voilà, ça permet de faire un petit peu plusieurs types de gameplay comme ça, plus populeux si on veut mettre que du personnage, ou plus élite si on met plus d'améliorations. Dans les familles de cartes, donc il y a les cartes qui représentent des figurines, les cartes de personnages, on va dire. Tu as les cartes de leader, donc ça c'est extrêmement important. Ouais. Une carte nous expliquer un petit peu. Ouais. Donc carte de personnage, c'est vraiment la carte de base. Comme je vous dis, un personnage, c'est simplement une figurine. Vous avez la figurine qui va avec la carte et vous formez
vraiment votre bande. Toutes les cartes qui vont venir s'attacher sont des cartes qui ne sont pas représentées sur le champ de bataille par des figurines, toutes les autres. La carte de leader, elle représente l'éminence grise, quelque part un petit peu le joueur, qui va diriger les soldats, et forcément, dans un monde comme ça très très brutal, souvent les éminences grises, elles vont pas sur le champ de bataille. Elles envoient au massacre leurs sbires. Un peu risqué pour eux. Et du coup, ces cartes-là vous permettent en fait de générer vos jetons ordre, les jetons ordre qui vont vous permettre d'activer vos personnages. Donc on rappelle, il n'y a pas de coût en points. Du coup, il faut activer ces personnages à chaque fois qu'on les active. Il faut payer un coût en ordre. Ça va vraiment être généré par les leaders. Il y a des leaders qui font plus de jetons ordre, des qui en font moins, mais qui ont un petit pouvoir en plus qui va vraiment donner une petite couleur aussi à la Warband. Qui vont donner un boost. Donc on le rappelle, même les cartes en elles-mêmes, elles n'ont pas des coûts différents. Non. Une carte, c'est une carte. Tout à fait. Voilà. Elles ont des coûts après, d'activation. Tu vas panacher, donc là on a vu les cartes des figurines, donc qui représentent une fille. Les cartes des leaders, donc je crois qu'il en faut 2. Ça c'est. Dans une partie standard, vous pouvez avoir, vous devez même avoir 2 cartes de leader. Et petite particularité, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre vos cartes, vous pouvez sélectionner vos cartes dans n'importe quelle faction. On peut mixer. Voilà, tout à fait. Donc, si vous prenez 2 leaders de factions différentes, vous allez pouvoir générer des jetons ordre de différentes factions et pouvoir activer des personnages de différentes factions. Ok. Après, donc, ce qui va déterminer si on a plus ou moins de figurines, si elles sont plus ou moins fortes, entre guillemets, c'est qu'il va y avoir déjà des équipements, c'est ça ? Donc des cartes équipement, ça c'est vraiment la plus basique des améliorations. C'est une carte que vous venez attacher à un personnage et qui va donner vraiment un gros boost, mais vraiment assez balèze parce que comme on a dit, si vous retirez et pour mettre cette carte équipement, c'est une carte personnage que vous prenez pas dans votre deck. Du coup, les pouvoirs les boosts des cartes équipement sont vraiment assez costauds. Et je voulais que ça ait un vrai impact de quand on met un fusil de sniper à son personnage, ça ait un vrai impact sur le jeu et qu'il n'ait pas un petit +1 pour toucher et que ça fasse un vrai effet. Si tu peux nous donner des exemples, donc il y a des armes, c'est ça ? Ouais. Il y a d'autres types d'équipements ? Il y a des armes, des armures, donc armes de tir, armes de corps à corps, des armures et des équipements génériques. Les équipements génériques, en fait, quand vous voyez sur les cartes de personnages, vous avez de temps en temps un petit symbole qui indique, par exemple, le cop, il a un petit symbole d'une arme de tir parce qu'il a déjà inclus dans son profil, il a déjà un flingue, du coup on peut pas lui mettre d'équipement arme de tir. Par contre, il y a des équipements génériques qui n'ont pas de symbole spécifique et ça vous pouvez les mettre à tout le monde. D'accord. Et enfin vous avez des équipements qui peuvent servir à quoi par exemple ? Des équipements. Pour les armes et les armures. Donc pour les armes par exemple vous avez le canon rotatif qui est un canon qui va vous permettre de faire plus de tirs en visant moins bien. Il y a des petits combos à chercher parce que certains personnages ont envie de viser moins bien. Il y a des personnages qui ont envie d'avoir une basse valeur de tir et de faire plus de tirs. Donc il y a vraiment plein de petits combos à chercher. En armes de corps à corps, vous avez par exemple une arme spécifique au Raider qui est la cycle-lame qui vous permet de dépenser tout simplement des jetons ordre pour balancer plus de dés. Donc voilà, si vous avez vraiment envie de tout craquer sur un gros personnage qui va venir éclater quelqu'un, il y a moyen, mais il faut faire attention parce qu'après vous avez plus assez d'énergie pour activer vos personnages. En armure, vous avez par exemple le corps cybernétique qui vous permet d'encaisser non seulement de booster vos points d'armure, donc d'avoir un +1 sur tous vos jets d'armure, mais en plus vous pouvez sacrifier cette carte pour annuler simplement une blessure. Donc ça vous permet vraiment d'encaisser beaucoup mieux, et puis au dernier moment, quand toute votre armure est partie, de venir sacrifier la carte pour encore être plus résistant. Okay. Un coup de panache, un coup d'éclat à la fin, quoi, par exemple. Ça fait, par exemple, vous avez beaucoup de personnages qui ont cette règle garde qui permet de encaisser les touches de personnages alliés adjacents, donc de prendre les coups à la place. Et si vous avez un garde qui a un corps cybernétique, il va vraiment commencer à pouvoir prendre beaucoup de dégâts, et ça devient vraiment pénible pour l'adversaire. D'accord. Une espèce de garde du corps, en fait. Ouais. Un tank. C'est ça. Final. Tout à fait. Et après, donc, tu as les cartes de formation. Ouais. Ça, c'est une autre carte d'amélioration qui est particulière parce que vous pouvez la combiner en plus d'un équipement, mais la carte de formation, tout simplement, ce qu'elle va vous faire, c'est qu'elle va vous apporter une deuxième figurine du même type. Donc pour revenir à notre coop, si vous le mettez en formation, vous avez 2 figurines de coop qui vont se déplacer ensemble sur le champ de bataille,
Et globalement, ça va booster toutes ses stats. Donc elle va avoir 1 point de vie de plus 1 pour toucher à tous ses jets, et elle va aussi avoir un coût d'activation augmenté de 1. Donc ça permet vraiment de venir prendre une figurine qu'on aime bien, et de la faire passer un palier au niveau de la hiérarchie de jetons ordre, un cop à qui vous venez mettre une carte de formation, eh ben ça devient vraiment un cop un petit peu plus puissant parce qu'il a vraiment des stats aussi qui sont boostés. Du coup, si par exemple je suis fan au hasard de l'analyste, je peux en avoir 2. Tu peux. Okay. Et le seul petit intérêt que ça a, c'est que l'analyste, il a une aura qui lui permet de faire relancer des alliés qui sont assez proches que lui. Ben, comme il y a 2 figurines, son aura est un peu plus grande. Et bien sûr. Bon, c'est un peu... c'est un peu abusé tout de suite. Non, c'est pas un peu abusé, c'est un peu limite de payer une carte juste pour augmenter un petit peu sa portée. Aura. Ok, donc faut bien faire gaffe en plus à ce que va donner cette carte formation. Ouais. Choisir quelque chose qui soit vraiment rentable, parce que comme on le rappelle, et ça c'est super important dans le système, qu'à chaque fois que je dépense une carte pour autre chose qu'une figurine, ça me fait un personnage de moins sur la table. Tout à fait. Faut vraiment réfléchir à ce qu'on va en faire. Généralement, c'est vraiment pour ceux que vous avez envie qui envoient la sauce, parce que le fait est qu'en formation, forcément, on lance 2 dés au lieu de 1 lorsqu'on attaque ou qu'on tire, et dans Warband, c'est pas facile d'avoir des dés en plus. Généralement, on lance 1 dé. Et vraiment, rien que le dé en plus, c'est vraiment, vraiment costaud. Du coup, vous allez essayer de mettre ça à des personnages qui ont envie vraiment avec eux que vous voulez envoyer vraiment la grosse létalité. C'est avec eux qu'on veut briller sur le champ de bataille. Ouais. Donc, la limitation que tu m'as donnée avant d'enregistrer, là, 2 big guys. Ouais. On peut pas doubler les big guys, par contre. Tous les big guys, donc tous les personnages qui valent 4 jetons ordre, vraiment les gros costauds de chaque faction, ils ont une petite règle qui s'appelle solitaire. Vous n'avez pas le droit de les mettre en formation, tout simplement, parce que ce serait effectivement vraiment craqué. C'est trop fumé, ouais. Ok. Après, on a les cartes de vocation. Carte de vocation qui est la seule carte d'amélioration que vous pouvez mettre à vos leaders. Vous pouvez les améliorer et ça va donner un petit boost à toute la faction. Un boost qui est moins puissant qu'un équipement. Ça va vous donner, par exemple, plus 1 pour toucher en attaque en panique, donc c'est vraiment très très petit avec de grosses conditions. Ouais, c'est très circonstanciel en fait. Tout à fait. Mais lorsque vous avez une warband vraiment très axée, par exemple une warband de Raider qui a vraiment beaucoup de boost et beaucoup d'intérêt lorsqu'elle se trouve en panique, et ben ça va vraiment donner ça va bénéficier tout le monde. Du coup, ça peut être très intéressant pour orienter vraiment une warband vers un gameplay spécifique. D'accord. Ça, c'est la construction vraiment de la bande. On voit que c'est très particulier comme système. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. et du coup, c'est intéressant parce que, comme on l'a dit, même avec peu de figurines, tu peux avoir beaucoup de diversité. Ouais. C'est contrairement à certains jeux où t'es toujours, t'es obligé en fait de racheter des modèles pour pouvoir changer un petit peu ta vision du jeu, tout à fait. tes possibilités. Là déjà, tu peux travailler avec un nombre limité de figurines et vraiment apprendre les bons combos. Ouais. Donc, et rien qu'en mettant en variant les équipements ou en mettant une autre figurine en formation, ça fait varier déjà beaucoup le gameplay. Ça c'est vraiment intéressant. La deuxième chose qui est très très spécifique à ton jeu, donc c'est le tableau des ordres. Ouais, le tableau d'action qui vous permet de sélectionner l'action que vous allez faire. Donc au tout début du jeu, j'avais fait comme dans beaucoup de jeux, vous avez le droit à 3 actions par personnage, bouger, tirer, attaquer, ce genre de choses. Mais j'avais envie que rien ne soit dans la tête du joueur, que tout soit sur des cartes ou tout soit sur des tableaux, qu'il ait rien à retenir et qu'ils doivent pas retenir, je peux faire ça. Et du coup, je me suis dit, les actions, j'ai envie de les représenter. Et pour pimenter un peu la chose, les actions, le tableau d'action, il y en a qu'un seul pour les 2 joueurs. Vous partagez ce tableau et du coup, quand vous prenez une case action, elle n'est plus disponible pour l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Du coup, il y a des petites prises d'action. Parfois on fait ce que l'adversaire n'attendait pas, il s'attendait à ce qu'on tire parce qu'on a une armée très orientée vers le tir et il était prêt à venir vous frapper au corps à corps. Eh bien vous allez prendre votre petite formation d'analyste made in culte du dé et vous allez avec cette formation venir utiliser par exemple l'action bouger et taper, et lui il se retrouve avec que des personnages qui sont pas au corps à corps, sans pouvoir voilà. Et vous lui faites ça, tu peux lui interdire, par exemple, ces actions qui vont être très fortes. Ouais. Si c'est à toi de jouer, tu peux sacrifier, entre guillemets,
toi, une de tes actions, tu aurais voulu tirer, mais tu dis non, il vaut mieux que là, je tire pas. Mais par contre, je vais lui interdire de venir faire un mouvement et une frappe au corps à corps. Tout à fait. Parce que je sais que là, il va vraiment briller. Du coup, il y a ce côté stratégique où on se dit, bon, est-ce que je vais privilégier moi mes actions ou plutôt lui interdire les siennes, etc. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Mhm. Donc le jeu est découpé en tours et suivant les tours, tu vas avoir une liste d'actions différentes en fait. Oui, le tableau est séparé en 3 périodes et les cartes de leader dont on a parlé aussi génèrent un nombre de jetons ordre de plus en plus grand selon la période. Donc au début, il n'y a pas beaucoup d'actions et pas beaucoup de jetons ordre, ce qui fait qu'on a des tours assez nerveux, assez rapides. D'accord. Et au fur et à mesure de la partie, ça devient plus stratégique et on a de plus en plus d'options qui se dégagent. À partir du tour 3, enfin à partir du 4e tour, on arrive dans la 2e période avec vraiment des actions qui deviennent plus intéressantes aussi. On peut viser, tirer, on peut courir et frapper, ce genre de choses. Vraiment, ça permet d'accélérer un peu le jeu, d'amener plus de létalité. Donc ça change. Et ça, c'est important, plus de létalité, puis d'avoir Moi, de ce que j'ai compris des règles aussi, c'est que du coup, il y a un côté crescendo dans l'enchaînement des actions, les différentes actions. Et à la fin de la partie, tu vas avoir vraiment des coups d'éclat, en fait, que tu vas pouvoir réaliser. D'autant qu'en 3e période, vous avez c'est une période qui dure que 1 tour, avec deux nouvelles actions qui sont frapper avec un dé de plus et tirer avec un dé de plus. Et comme je l'ai dit, un dé de plus, c'est vraiment, vraiment costaud. Du coup, ça permet vraiment sur le dernier tour de venir mettre un petit peu le coup d'éclat pour peut-être renverser la vapeur ou pour enfoncer le clou. D'accord. Pour l'instant, ce qui est accessible vraiment aux joueurs, c'est plutôt les parties rapides. Ouais. Et bientôt, tu vas arriver sur les parties normales. Et dans ces parties normales, il y a un truc qui est très très intéressant. On avait parlé un petit peu la dernière fois. Qu'au début, on a un scénario qui est commun aux 2 joueurs. Ouais. Puis à partir d'un certain tour, on va tirer chacun un scénario. Tout à fait. Et suivant l'avancement des joueurs, en fait, ça tu vas pouvoir peut-être nous le réexpliquer. Ouais. Peut-être un scénario qui sera plus simple et un autre un peu plus compliqué pour rééquilibrer la partie, c'est ça? Tout à fait. Donc on commence à tirer un seul scénario partagé par les 2 joueurs sur la première période. Du coup, comme c'est une période où il n'y a pas beaucoup de létalité, ça va nous permettre de se placer un petit peu et d'essayer de voler déjà 1 ou 2 points de victoire, histoire de prendre l'ascendant. Prendre l'ascendant parce que après le 3e tour, donc au début du tour 4, on tire les deux joueurs tirent un scénario qui va être individuel et surtout qui effectivement, comme tu l'expliquais, va être différent selon qu'on a plus de points de victoire ou moins de points de victoire que l'adversaire au moment où on tire pas dans le même paquet. On a 2 piles différentes. Tout à fait. Et les scénarios qui sont pour le joueur qui est en tête sont généralement des scénarios assez faciles qui permettent de stacker plusieurs fois des petits points de victoire petit à petit. D'accord. Tandis que la personne qui est un peu à la ramasse, le joueur qui perd pour l'instant, va tirer dans l'autre paquet de scénarios. Évidemment, je m'identifie plutôt au 2e. Ouais. Je sais pas pourquoi. Et il va y avoir des scénarios qui vont être plus difficiles, mais qui vont vraiment pouvoir permettre de prendre 3-4 points de victoire d'un coup. De rattraper le retard, en fait. Il y a ce côté, moi, ce que j'aime bien, c'est il y a ce côté panache, en fait. Ouais. Je trouve que la lecture des règles, c'est quelque chose qu'on sent bien. Il y a vraiment ce côté, là, on va être obligé de faire des actions, des coups d'éclat, des actions risquées, etc., pour remonter la pente. Et les règles, alors déjà dans un jeu normal, voilà, quand on est à la traîne, je te donnais moi l'exemple de la partie que j'ai fait ce week-end. On s'est arrêté au bout d'un moment parce que je me suis tellement fait raser que je pouvais plus rien faire et en fait on a fait une demi-partie. Tandis que là tu as quand même cette possibilité en prenant beaucoup de risques et peut-être en ayant aussi un éclat de génie, je sais pas, de remonter la partie et c'est vraiment aussi dans les règles. C'est interne aux règles en fait cette mécanique. Ouais, c'est un truc que j'avais envie de mettre en place. Souvent en fait ça m'arrive toujours en partie. Vous avez la personne qui perd qui tout d'un coup a envie de dire foutu pour foutu, je vais essayer de te dézinguer celui-là, je vais essayer de faire ça. Exactement. Et du coup, c'est déjà quelque chose qui est naturel pour un joueur une fois qu'il perd d'essayer de tenter le tout pour le tout. Du coup, avoir au moins un bon souvenir d'une belle action, quoi. C'est ça. Et du coup, je me suis dit je vais intégrer ça dans les règles du fait que quand tu perds, t'es récompensé par ce genre de choses pour essayer de remonter sur quelque chose qui est toujours un petit peu plus improbable, mais où tu peux renverser la vapeur. Exactement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite déjà à lire les règles parce que rien qu'en lisant les règles, on peut
peut voir un petit peu ce côté-là dans ce jeu-là, et c'est ce qui fait aussi sa particularité. Ouais. Et aussi que c'est un tout petit feuillet de règles qui est pas bien gros. C'est vrai. On l'a fait. C'est l'avantage aussi d'avoir, comme je disais, des cartes et vraiment où tout est devant les yeux des joueurs, c'est qu'il y a déjà pas mal de règles qui peuvent se retrouver sur les cartes de personnages, et ça nous permet de pas avoir un livre de règles de 60 pages. Il fait une petite vingtaine de pages, je pense, si je me souviens bien. En plus, je trouve que déjà, il est très bien fait. Donc, c'est assez aéré, c'est très clair, etc. Il y a des schémas, bon, voilà. Et du coup, alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la carte de la figurine? De la carte, on va détailler une petite carte de personnage. Donc, hop, je prends ma petite carte de cop qui est devant moi. Ouais. Alors, donc, vous avez sur le dessus les caractéristiques. Vous voyez qu'il y a que 3 caractéristiques, enfin, plus ou moins 3. On commence avec la valeur de vitesse qui va vous dire combien de cases, tout simplement, peut parcourir le cop. Ouais. Et vous avez un petit +2 qui vous explique que quand il court, parce qu'il y a une action courir, il fait plus de cases, donc 6 cases. Vraiment super simple à comprendre. C'est vraiment le système de cases qui fait que les mouvements sont ultra simplifiés et qu'on va pas commencer à faire de la mesurette. On va pas mesurer, ouais. C'est ça. À côté, c'est une valeur pour toucher au combat, donc la valeur d'attaque. Et ensuite, vous avez une valeur pour toucher à distance. Vous voyez qu'elle est séparée en 2. Et ça, c'est un petit point aussi assez spécifique du jeu. C'est que vous avez en fait votre courte portée et votre longue portée. D'accord. Et la courte portée du jeu, c'est le personnage le plus proche. D'accord. Tous les autres personnages vont être à longue portée. Il n'y a pas de personnages qui vont être hors portée. On est sur un plateau et on utilise des fusils, ça tire assez loin. Ouais, c'est évident. On peut venir se cacher derrière des objets pour être hors de vue, mais on peut pas être hors de portée d'une arme. Et du coup, c'est un peu en fait le fait que tu te dises, dans le feu de la bataille, c'est quand même plus simple de tirer sur le premier ennemi que je vois. Je fais l'effort de tirer sur le deuxième, là je suis en longue portée parce que du coup je me suis concentré, c'est ça. Regardé tout ce qui se passait, et j'ai vraiment visé un gars par instinct j'aurais pas visé en fait. C'est ça, parce que celui qui est le plus près c'est votre menace la plus proche en fait. Ouais, exactement. Du coup c'est difficile de pas tirer sur le mec qui est plus près que de soi en vérité. Et ça permet en fait à l'adversaire, il va aussi pouvoir, parce que le personnage qui est à courte portée, il est à courte portée, peu importe qu'il soit visible ou non. Peu importe qu'il soit en combat ou non, ce qui veut dire que vous allez pouvoir venir enquiquiner un peu votre adversaire si vous venez placer un personnage en plein milieu de ses lignes qui va devenir la courte portée de tout le monde mais qui est au corps à corps, donc on peut pas lui tirer dessus de peur de tirer sur ses alliés. Donc il y a comme ça des petites mécaniques naturelles qui peuvent se mettre en place. Ça reste très logique quand on lit les règles en fait. Et ouais, vraiment, en plus, en jouant, au début, c'est peut-être un petit peu, c'est le point qui est un peu difficile à comprendre, c'est ce côté, la figurine la plus proche, peu importe qu'elle soit visible ou non, elle est à courte portée, mais une fois qu'on prend ça en main, je crois que ça devient vraiment naturel et qu'on commence à jouer avec ça. Et ça, c'est assez agréable, je pense. Et puis stratégiquement, c'est hyper intéressant en plus. Ouais, carrément. Tout à droite de la carte, vous avez un petit jeton ordre jaune, c'est le coût d'activation, donc le cop ici, il coûte un seul jeton ordre. Sur d'autres cartes, vous pouvez avoir un jeton coloré et un nombre en gris qui vous indique par exemple que vous devez dépenser un jeton de la caravane et 2 jetons incolores, ce qui veut dire n'importe lequel. Ce qui permet dans les factions bicolores de faciliter un petit peu, de pas devoir dépenser que des jetons colorés pour l'un, on peut venir essayer d'optimiser un petit peu ces dépenses. Et juste là, on rappelle qu'en fait, c'est les cartes leaders qui vont vous donner les jetons. Vous pouvez avoir 2 leaders de factions différentes. Ouais. Du coup, après, mixer, et ça, c'est pareil, quand on va créer son deck, quand on va créer sa bande, il faut bien réfléchir à équilibrer justement cette histoire de jetons colorés. Tout à fait. Ça aussi, c'est un aspect auquel il faut réfléchir. Ouais, carrément. Au début, on n'est pas, vraiment, quand on commence à prendre le jeu en main, on fait une bande monocolore, c'est tellement plus simple. Mais une fois qu'on commence à être un peu expert, parce que c'est vraiment plus compliqué de venir commencer à jouer des couleurs, on peut venir se challenger un peu soi-même en créant sa petite bande bicolore. C'est un petit peu nouveau, c'est le panache, on montre un petit peu sa maîtrise du jeu. Il y a des gens comme moi qui vont choisir d'abord les figurines. Ouais, aussi. Et après, ils vont se dire, bon, alors c'est quelle couleur? Donc, ouais, ça permet aussi juste de prendre 2 figurines qu'on aime bien, qui n'ont rien à voir ensemble, et de faire une compo autour de ça. Alors, on continue sur le personnage. Tout en dessous, maintenant, vous avez trois gros pôles, 3 réserves, en fait. Tout à droite, vous avez les points de vie. Donc ici, le cop, il a 2 points de vie.
Simplement, ça c'est quand vous prenez 2 blessures, donc vous ajoutez des jetons de blessure en dessous de la réserve. Au-delà de 2 blessures, à partir de 2 blessures, il est retiré de la partie tout simplement. Parce que, comme dans certains jeux, une fois, quand t'es touché, tu prends qu'une blessure ou tu peux prendre plusieurs blessures d'un coup? La plupart du temps, tu prends qu'une seule blessure. Vous avez certains personnages, par exemple le Big Guy des Raiders, qui va, lorsqu'il fait une touche, provoquer 2 blessures. D'accord. Vous avez des Donc c'est assez létal. Ouais. Ouais, ok. Ouais. C'est assez létal, mais il faut pas oublier qu'on est aussi limité par les actions qui sont disponibles. Et il n'y a pas beaucoup d'actions de tir, de combat dans la première période, ce qui veut dire que on n'a pas beaucoup d'occasions de faire des dégâts au début. On va devoir faire du placement pour bien se placer pour la suite, généralement. Okay. Donc c'est pas encore le jeu. Ça évite qu'on roule vraiment sur son adversaire et qu'on lui flingue dans le premier tour 3 persos, quoi. Ouais. Bah déjà, généralement, si vous avez tué 2 personnages adverses pendant la première période, vous avez déjà bien travaillé. Ok. Donc, c'est ça aussi, c'est agréable parce que pendant la moitié de la partie, on conserve vraiment beaucoup de chances de victoire. Il y a pas un tour 1 qui annihile l'adversaire. Le alpha player, le alpha, c'est ça. Voilà, le tour alpha, ok. Et puis c'est aussi ce côté, c'est pas complètement bourrin, donc il y a vraiment ce round d'observation en fait, ouais, tout à fait, qui est plus réaliste aussi, parce que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la courte portée. C'est sûr que quand t'es sur un champ de bataille, t'as pas envie de mourir, donc voilà, les jeux où les gens se foncent dessus comme ça de face, moi j'aime pas trop parce que je trouve ça un petit peu trop, voilà, c'est pas, surtout c'est sur de l'escarmouche où t'as peu de figurines. Chaque figurine a vraiment de la valeur, donc c'est très intéressant. Ouais. Ouais, carrément. Et bon, sauf parfois quand on prend les Raiders, on va avoir envie de foncer quand même. Hein. Il va y avoir des factions qui, c'est un peu leur style de jeu. Ils ont pas grand chose pour tirer, donc ils vont généralement essayer d'avancer assez vite et profiter. Mais c'est toujours de la mise en place en fait. Ouais. Tu te places pour frapper au corps à corps. Tout à fait. Ouais. Ok. Donc je continue sur les valeurs donc qui sont dans le bas de la carte. Avec tout à gauche, vous avez les points de morale, donc avec le petit cerveau dessiné en mauve. Là, tout simplement, c'est la même chose que pour les points de vie. Lorsque en fait, à chaque fois que vous vous faites tirer dessus, là, vous allez prendre des jetons stress, peu importe que vous soyez touché ou non. Ça, c'est aussi une spécificité du jeu. On prend des jetons de stress quand on se fait tirer dessus. Quand vous avez plus de points de morale, donc quand vous avez autant de jetons de stress que de points de morale, vous allez retourner la carte. Et de l'autre côté, vous avez la même carte, mais en mode panique. Donc généralement moins forte. Plus cher aussi, vous voyez que le cop ici il coûte tout d'un coup 2 jetons ordre, donc vous allez avoir plus de mal à activer les personnages petit à petit. Il faut et tu peux le retourner ou pas? Est-ce que tu as une option pour revenir à l'état normal? Non, il n'y a pas d'option, j'en ai pas. Peut-être qu'un jour je créerai un personnage qui va le faire. Je pense que dans la faction du refuge, il y en a un qui revient de l'autre côté. Mais en règle générale, c'est vraiment très 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 spécifique. Et, ça reste de l'escarmouche, donc on va dire dans la réalité, ce serait des combats assez rapides quand même. Ouais. Du coup, si tu t'es vraiment pris une grosse pression en te faisant tirer dessus, tu vas rester paniqué et dans un état un peu fébrile pour tout l'affrontement. Ouais. Okay. Et puis c'est quand même un avantage, voilà, tu mets en stress un personnage, donc c'est un avantage. Et après, même en stress, le personnage est tout à fait encore capable de se battre, de tirer, et il a même le petit avantage qui peut être activé autant de fois qu'il veut sans malus. D'accord. Voilà. Quand il est pas quand on n'est pas encore en panique, si on veut être activé 2 fois dans un même tour, on va prendre un jeton de stress. Okay. Donc quand on est déjà en panique, forcément on prend plus de jetons de stress, donc on va. Et puis si vous aimez libéré de cette limitation là. Ouais. Et si vous aimez pas la panique, il y aura dans le futur des morts vivants qui seront pas trop inquiétés. Okay. Ah, super. Qui eux ne prennent tout simplement pas de stress. Bon, ok. Et enfin, dernière petite valeur, au milieu, vous avez le système d'armure, donc c'est le même principe, vous avez des points d'armure, mais vous avez une petite valeur, ici c'est 9+. À chaque fois que vous vous faites toucher, vous allez avoir l'occasion de lancer autant de dés que vous avez de touche, même si vous vous faites toucher 5 fois et que vous avez qu'un seul point d'armure, vous jetez quand même 5 dés pour parer le tir ou le coup. Et si vous réussissez le jet donc à 9+, c'est un point de vie qui va être en moins. Donc là par contre, si vous n'avez qu'une armure, peu importe que vous en ayez réussi 5, il n'y en a qu'un seul bien sûr qui pourra être prémuni. Ok. Dernier point de la carte, et le plus important, c'est le cadre de texte
qui est vraiment très central. Et là, c'est vraiment toutes les petites règles du personnage. Ici, le cop, il a uniquement sa grosse arme, en fait, c'est ça qu'on expliquait. Il peut pas avoir d'arme de tir parce qu'elle est déjà inclue dans son profil. Il est déjà équipé, ouais. Voilà, c'est déjà symptomatique de sa figurine en plus. Ouais, tout à fait. Il a son burster qui a son énorme canon qui lui permet, sur un résultat de 10, quand tu demandais est-ce qu'il y a moyen d'infliger plus de blessures, lui, par exemple, sur un résultat de 10, il inflige une deuxième blessure. Et il faut savoir que sur le dé de Warband, qui est un dé 12 à 12 faces, il y a 2 fois la face 10. Donc, il y a des bonnes probabilités de le faire, et c'est vraiment une mécanique très centrale pour la faction de la caravane. Ils ont vraiment envie de faire beaucoup de relances et de faire des 10. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement un affrontement peut-être au corps à corps, cette fameuse technique de jet de dés, comment ça marche vite fait? Que ce soit pour le tir ou pour le corps à corps, ça va se passer vraiment de la même façon. Vous avez un jet pour toucher, donc c'est la valeur qu'on a vue avant. C'est ici par exemple le cop c'est 8+ pour toucher au corps à corps. Vous avez un unique jet pour toucher. Ensuite, l'adversaire va prendre un jeton stress. Peu importe que vous ayez réussi ou non ce jet, faut bien s'imaginer si vous vous faites tirer dessus. Ça reste stressant, peu importe si vous vous êtes pas fait tirer dessus. Ouais, et puis s'il y a un mec qui te met un gros coup de sabre, ça reste stressant aussi. Ça reste pas le meilleur moment de ta vie, c'est sûr. Et sauf s'il fait un 1, généralement là, vous prenez rien du tout, parce qu'il s'est un peu ridiculisé, c'était pas stressant. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous avez été touché, vous allez pouvoir jeter votre jet d'armure si vous en avez. Si il est réussi, vous prenez un jeton break et votre armure, elle est, c'est une réserve comme les points de vie. Donc par exemple ici le cop, il a 2 points d'armure, ce qui veut dire qu'au maximum dans toute la partie, il pourra arrêter deux coups avec son armure. Voilà. Une fois qu'il c'est intéressant aussi. Il y a un côté, mon armure se casse en fait, tout simplement parce que je me suis pris des coups, quoi. Ouais, une fois qu'il a 2 jetons break, il est considéré vraiment comme étant sans armure. Et enfin, si vous n'avez pas réussi votre armure ou que vous avez déjà autant de jetons de break que de points d'armure, vous allez prendre un jeton blessure. Et une fois que vous avez plus de jetons, une fois que vous avez autant de jetons blessure que de points de morale, vous retirez la figurine du jeu tout simplement. Ok. Simplement. Et pour le tir, c'est exactement pareil, mais il va y avoir cette notion de courte et de longue portée. L'ennemi le plus proche, et puis courte et longue portée. Ouais. C'est super intéressant. Donc moi, j'invite vraiment même ceux qui n'ont pas encore acheté de figurines, etc. Son PDF, il est en téléchargement gratuit sur le site. Ouais. Et les règles sont vraiment super intéressantes, c'est très court en plus, et il y a des mécaniques que moi j'aime bien, et que je trouve en plus, comme je te disais, logiques. Ouais. Quand on pense à un affrontement comme ça, à une escarmouche. Donc c'est toujours intéressant, moi je trouve, de voir des nouvelles règles, et de penser déjà un petit peu à des mécaniques, ou comment on peut construire des choses, comment ça s'articule. Souvent, quand on joue à plusieurs jeux, ou qu'on a vu plusieurs jeux, les règles, c'est très important de savoir si on va bien aimer les règles. Si on les trouve soi-même cohérentes, ça aussi, ça peut être un déclic pour se lancer dans un jeu. Ouais, tout à fait. Et j'ai d'ailleurs déjà eu des commentaires à l'inverse qui disaient, par exemple, j'aime beaucoup le projet, ça m'intéresse. Par contre, moi, le fait que le tableau d'action, t'aies pas le droit de choisir tout le temps ce que tu veux avec tes personnages, pour moi, ça me bloque. Et il n'y a pas de souci aussi, c'est très valable. Voilà, les règles je propose un type de règle qui est très particulier, et effectivement, ça va peut-être être moins plaire aux gens qui sont plus dans les jeux qui sont un peu plus événementiels, où il va se passer beaucoup de choses, des explosions, vraiment très cinématiques, et ils vont sans doute plaire beaucoup plus à vraiment ceux qui aiment la stratégie, qui aiment... Ouais, mais alors, moi je trouve que c'est assez équilibré, parce que comme tu le dis, il y a pas mal il y a beaucoup de stratégies, et aussi ce côté, comme je disais, progression, et ça va être de plus en plus violent. Ouais. En fait, les coups d'éclat, et puis c'est porté aussi par les scénarios, et justement ce plateau d'action, il est intéressant parce qu'il va donner de plus en plus de puissance en fait et de tension dans la partie, je pense. Oui, tout à fait. Donc ça contrebalance le côté réflexion en fait. Et ce qui est important dans les jeux, je trouve, c'est justement de trouver le bon équilibre entre le plaisir de construire sa liste, comme tu l'as dit, trouver les bons combos, vraiment réfléchir pour se dire tiens là j'ai trouvé un truc qui peut déclencher quelque chose d'intéressant. Puis il faut qu'on s'amuse aussi. Ouais, tout à fait. Il faut quand même qu'on se mette sur la tronche. Et je pense, alors j'ai pas fait encore de partie, mais je pense que ça, même à la lecture des règles, on voit que c'est quelque chose qui peut bien fonctionner.
Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériel que tu as mis à disposition? Donc, on peut faire les parties de petit format, c'est ça? On peut déjà faire les parties de grand format, mais il faut du proxy au niveau des figurines, bien sûr. Okay. On n'a pas encore tout sorti. Avec les figurines qu'on a, on sait déjà faire vraiment une petite partie en mode rapide sans aucun souci. Et on a C'est combien de temps à peu près tu fais une partie rapide? La partie rapide, je suis justement allé chez un joueur et on la faisait vraiment, alors qu'il débutait, on la faisait entre 45 minutes et 1h et 1h30. Okay. C'est la première, on a mis sans doute 1h15, quelque chose comme ça, et puis on a accéléré. Les parties rapides peuvent vraiment être rapides. Ça, y a pas de souci. Et par contre, les parties standards, on peut vraiment monter à du 2 heures. Au début, ça prend un petit peu plus de temps, et au fur et à mesure qu'on prend le jeu en main, on arrive au final dans 1h30 de jeu, 2 heures si on aime papoter, boire un coup. Voilà. Donc si on boit plusieurs coups. 2 heures. Et du coup, on le rappelle vite fait, pour le format, à peu près le nombre de figurines par format de partie? Ouais, maximum 12 en standard, c'est toujours 5 figurines. Ça veut dire que j'ai dépensé toutes mes cartes pour faire des figurines, pour avoir des figurines. Si tu dépenses toutes tes cartes, t'as 12, donc parce que c'est donc un deck de 14 cartes avec 2 leaders obligatoires. Du coup, 12 figurines au maximum. Généralement, on met quand même en moyenne 3-4 améliorations dans un deck pour qu'il soit bien jouable, que ce soit amusant. Okay. Donc on est plus généralement à 8-9 figurines. D'accord. Et sur le modèle un peu réduit de partie, donc je sais pas si on l'a dit, mais en fait le plateau il va être divisé en 4 parties. Ouais. Quand tu joues une partie rapide, en fait t'en utilises que la moitié. Tu n'utilises que deux plateaux et tu as 4 personnages, dont un en formation. C'est toujours le même concours pour les parties. C'est histoire que vraiment de tester le jeu. Il y a moyen de varier en mettant une autre amélioration, en changeant les personnages, mais c'est vraiment toujours parce que c'est un tellement petit format que si quelqu'un a un personnage de plus que l'autre, il va un déséquilibre tout de suite. Ouais, ça va être déséquilibré et il va l'emporter automatiquement. Donc sur les parties rapides, il y a vraiment un format un template de deck à faire et on choisit les cartes bien sûr. D'accord, impeccable. Bon, bah très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, aussi il y a un plateau qui est il est déjà possible de commander des plateaux via Dryad Création. Je mettrai leur lien. Tu m'enverras le lien, puis on mettra tout ça dans la description. Via Facebook, ils vendent des plateaux, ils le vendent vraiment pas cher, c'est vraiment pour dépanner le projet sur le début, et c'est déjà un beau petit plateau découpé en MDF, donc c'est déjà bien confortable, il n'y a pas grand chose à faire, on peut venir le grimer après, on a pas mal de joueurs de la commu qui commencent à se faire leur petit plateau. Vraiment, depuis qu'on a sorti les règles, ça commence à jouer, j'ai des retours de jeu. C'est une grande étape, en fait, c'est vraiment super. Carrément. Ouais, c'est super emballant. On peut vraiment jouer, donc ça, c'est super cool. Ouais. Voilà. On a voulu marquer un peu le coup avec cette vidéo et puis vous encourager, comme je le dis, moi, déjà, lisez les règles. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et puis maintenant, on peut jouer avec que du matériel Warborn si on fait une partie rapide. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis alors, peut-être tu nous dis ce qui va arriver dans les mois, sans trop spoiler, mais un petit peu le rythme de sortie que tu as planifié. Ouais, là on accélère vraiment au niveau des figurines parce qu'on a un deuxième sculpteur, donc comme on avait parlé la dernière fois, hein, donc Stéphane Camosetto qui a vraiment débuté la sculpture. Donc là on va commencer à faire les figurines 2 par 2, et au niveau du jeu, là moi maintenant mon objectif principal ça va être de me mettre sur les scénarios. Histoire, pour l'instant on peut déjà tester le jeu pour voir les mécaniques, comment ça fonctionne, mais voilà, dans les jours et les semaines à venir, je vais mettre d'abord un scénario pour des parties rapides, que je vais mettre vraiment là dans les jours à venir dès que j'ai un petit peu de temps, et ensuite peut-être des scénarios pour les parties standards, essayer de développer ça un maximum. Ce qui est beau aussi, enfin moi ce que j'aime beaucoup, c'est en te suivant, c'est qu'on voit vraiment l'évolution, et puis là on arrive à un moment qui est hyper important. Ouais. On peut jouer au jeu, on a les règles, etc. Donc c'est vraiment une étape qui fait plaisir. Ouais, carrément. Et puis c'est génial. C'est génial. Je vais te laisser le mot de la fin. Et puis alors surtout, n'oubliez pas, en description, vous aurez évidemment le lien pour aller sur le site, télécharger les règles. Je mettrai aussi le lien pour les plateaux. Je mettrai le lien de la page Facebook. Enfin, tu vas m'envoyer tout un tas de choses. Tout à fait. Puis n'hésitez surtout pas à faire le petit plus dans la description pour regarder les liens. Hein. Quand même. Voilà. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se passent et ça évolue vraiment bien. Ouais.
Donc ça fait plaisir et puis c'est hyper intéressant de te suivre en plus. Merci. Donc voilà. Bah, je vais te laisser le mot de la fin, je t'en prie. Ouais, bah du coup le mot de la fin c'est tout simplement merci parce que pour l'instant moi j'arrive à un moment où je sens vraiment que ça y est c'est juste possible de faire son jeu. C'était un peu le pari fou que j'avais fait au début. Est-ce qu'on peut le faire sans un gros crowdfunding? Est-ce qu'on va juste y arriver en faisant une petite sortie? Est-ce que les gens vont rester intéressés assez longtemps? Et au final, ouais, je crois que ça s'inscrit pas mal dans un petit peu l'actualité, tout simplement globalement. On en a peut-être un petit peu marre de se faire vendre de la hype et on a envie de quelque chose d'un peu stable. Ouais. Et c'est juste cool de voir que ça fonctionne. Et là, je pense que avec les 2 dernières sorties, j'ai vraiment vu un gros soutien de ma communauté. Je les remercie grandement et je remercie ceux qui vont nous rejoindre parce que c'est que du kiff. Ouais, c'est super. Puis à la prochaine. Donc on va suivre tes aventures, bien sûr. Yes. Puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.